Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais en effet vous parler ce soir de deux principales complications que l'on peut rencontrer sur les cathéters d'hémodialyse. Alors, je vais commencer par le cas d'une patiente de 76 ans qui a été dialysée pendant 3 ans sur une fistule, qui a dû être abandonnée pour des lésions ischémiques et qu'on dialysait depuis sur un cathéter veineux central jugulaire interne droit depuis 18 mois sans aucun problème. Et puis, donc ce cathéter avait été mis en place selon les recommandations avec une extrémité ici dans l'oreillette droite. Donc le cathéter fonctionnait jusqu'alors parfaitement bien, jusqu'à quelques semaines avec des dysfonctions et la nécessité d'utiliser de manière répétée des fibrinolytiques en fin de séance. Donc, on a exploré cette dysfonction secondaire avec tout d'abord un cliché thoracique qui a éliminé une plicature ou une migration du cathéter. Et puis, on a fait un échodoppler veineux qui retrouve une thrombose de la veine jugulaire sur le cathéter. On a alors mis en place une anticoagulation curative et puis malgré tout, donc l'évolution n'a pas été favorable puisque la patiente est devenue dyspnique sans réponse par la dialyse. Elle a présenté un crachat hémoptoïque et puis elle est devenue tachycarde. On a alors réalisé un angioscanner qui retrouve une thrombose au niveau des deux artères pulmonaires. Et vous voyez ici au niveau de l'oreillette droite, autour de l'extrémité distale du cathéter, un thrombus suspendu. Donc, on conclut à la survenue d'une thrombose de l'oreillette droite sur le cathéter, compliquée d'une embolie pulmonaire bilatérale. Donc, l'anticoagulation a été poursuivie plus de 6 mois. Le cathéter a été d'emblée retiré, ce qui a permis donc une évolution favorable avec dissolution complète du thrombus. Donc, la première complication dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, la thrombose de l'oreillette droite, qui complique les cathéters veineux centraux avec une prévalence donc difficile à estimer parce qu'il y a très peu d'études dans la littérature et beaucoup de case reports, mais environ estimé à 5,4%. Il y a une méta-analyse qui analysait tout un tas de cas rapportés jusqu'en 2010 de cas de thrombose de l'oreillette droite sur cathéter. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette grande méta-analyse. Donc, tout d'abord, la physiopathologie, il faut savoir que lorsque l'on pose un cathéter, très rapidement, dès le premier jour, on va avoir une gaine de fibrine qui va se former au niveau de l'extrémité distale, ce qui va activer la coagulation avec extension du thrombus qui devient fibrino-cruorique. Et puis, donc, cette physiopathologie de la thrombose, ça va être les traumatismes répétés de l'extrémité distale du cathéter sur la paroi de l'oreillette droite, qui est favorisée par les mouvements du cœur, qui va être à l'origine d'une altération endothéliale de l'oreillette avec apparition d'un thrombus qui va être attaché à la paroi de l'oreillette, ce qui le distingue des thrombus flottants que l'on peut rencontrer lorsqu'il s'agit de migration de thrombose veineuse profonde. Donc, dans cette méta-analyse, les patients sont relativement jeunes, dialysés depuis en moyenne 5 mois avec un cathéter posé depuis pas très longtemps, 2 mois et demi en moyenne. Il faut savoir que la thrombose, elle est rapportée avec tout type de cathéter, plus fréquemment pour ceux qui vont être posés en jugulaire interne. Et en tout cas, ce qui ressort très bien, c'est que ce qui va favoriser la thrombose, c'est la situation de l'extrémité distale du cathéter dans l'oreillette droite, dans la majorité des cas. Donc, c'est une recommandation qui nous est faite pour favoriser le fonctionnement des cathéters en dialyse, mais par contre, cela va favoriser cette complication thrombotique. Alors, la découverte de la thrombose peut être fortuite sur une imagerie faite pour autre chose, l'échographie cardiaque, mais aussi un scanner ou une IRM thoracique. Il peut s'agir de la découverte au cours du bilan d'une dysfonction de cathéter, comme le cas de la patiente présentée. Et puis, dans la majorité des cas, on a quand même des symptômes, mais ces symptômes vont traduire une complication de la thrombose. Et il s'agit principalement de fièvre et de dyspnée. Alors, les complications, justement, il en existe 3 types. La première, c'est l'embolie pulmonaire, qui reste relativement plus rare que les thromboses de l'oreillette droite qui vont être induites par une embolie de thrombose veineuse profonde. Les complications septiques vont être
plus fréquentes et elles vont être principalement liées au staphylocoque, sachant que l'on peut rencontrer également des bacilles gram négatifs notamment et des champignons. Et puis enfin, donc, si la thrombose est importante et qu'elle migre dans le ventricule droit, elle va pouvoir entraîner notamment des complications cardiaques sévères qui peuvent être mortelles. Alors, le pronostic, justement, il est relativement sévère puisque dans cette méta-analyse, vous voyez qu'un patient sur 5 présentant cette complication va décéder. Et les facteurs de risque qui sont associés significativement à la mortalité sont un âge élevé, la présence de complications, quelles qu'elles soient, et puis le fait de maintenir le cathéter en place. Alors, cette thrombose de l'oreillette droite, eh bien, il est préconisé de la traiter de la façon suivante. Alors, tout d'abord, les deux éléments vraiment à faire, c'est d'une part, mettre en place d'emblée une anticoagulation curative avec une cible d'INR entre 2 et 3, et puis retirer immédiatement le cathéter dès l'initiation de l'anticoagulation. Ensuite, si malgré cette anticoagulation et ce retrait de cathéter, on a des complications notamment thrombotiques qui surviennent, il faudra discuter une thrombolyse systémique donc dans un second temps. Et en cas d'échec thérapeutique, discuter des procédures beaucoup plus lourdes comme la thrombectomie chirurgicale. Et si le patient n'est pas éligible à un geste chirurgical, discuter la thrombectomie par voie percutanée. Et puis, si il y a une contre-indication à l'anticoagulation systémique, si le thrombus est de très grande taille, donc avec un risque de mortalité à court terme, s'il y a d'autres indications, notamment cardiaques à une chirurgie, alors il faudra d'emblée aller à ces procédures d'extraction du thrombus, notamment par voie chirurgicale. La deuxième complication dont je voulais vous parler, donc je vais vous la présenter à partir du cas de Monsieur T. Un cas un peu différent puisqu'il s'agissait d'un patient dialysé sur un cathéter jugulaire interne droit qui avait été posé pour prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë, une nécrose tubulaire aiguë toxique. L'évolution a été favorable, ce qui a permis d'arrêter les dialyses après 24 jours d'utilisation du cathéter. Ce dernier a été retiré et au décours immédiat du retrait, le patient se plaint d'une toux, d'une dyspnée brutale, d'une oppression thoracique avec tachycardie. Et puis rapidement, en fait, il désature et il chute sa tension. Alors, comme ça, d'emblée, je sais que vous n'allez pas pouvoir répondre, ce n'est pas très interactif, mais quel diagnostic aurait pu-on évoquer? Donc, l'OAP de rebond, l'infarctus du myocarde, l'embolie gazeuse veineuse, l'embolie pulmonaire ou un épisode d'ACFA. Donc, dans ce contexte, le diagnostic à évoquer est l'embolie gazeuse veineuse. Et vous voyez ici sur ce scanner la présence d'images gazeuses au niveau de l'oreillette droite. Ce patient, donc rapidement, a présenté une douleur thoracique constrictive intense avec à l'ECG un sus-décalage en D2, D3 VF, donc en inférieur. Et puis, très rapidement, des troubles de vigilance sont apparus et le patient a présenté un arrêt cardiaque qui n'a pas pu être récupéré. Donc, le diagnostic posé était celui d'une probable embolie paradoxale sur un charme droit-gauche avec infarctus inférieur étendu et AVC. Donc, l'embolie gazeuse veineuse, quand est-ce qu'elle peut survenir avec les cathéters veineux centraux? Alors, ça peut survenir au moment de la pause, mais de manière plus fréquente lorsque l'on change le cathéter sur guide, où le tunnel est déjà créé. Et puis surtout, donc, cette complication peut survenir lors du retrait du cathéter. Alors, cette complication a été décrite il y a longtemps, dès le XVIIIe siècle, mais c'est en 1969 que le premier cas fatal a été décrit. Donc, la survenue lors du retrait du cathéter s'explique par le fait que le cathéter va avoir formé un canal entre l'oreillette droite et l'extérieur. Et ce canal va être d'autant plus large et plus dur à refermer que le cathéter a été laissé en place longtemps et qu'il s'agissait d'un cathéter de gros calibre. Cette embolie gazeuse est un phénomène purement passif qui est induit par la brèche veineuse et il va y avoir donc une entrée d'air grâce au gradient de pression depuis l'extérieur jusque dans l'oreillette droite où la pression qui règne est entre 4 et 6 mm d'H2O. Donc cette entrée d'air va être favorisée d'autant plus que la brèche vasculaire est courte, donc le trajet est court.
favorisé par un patient qui va être maigre, cachectique, dénutri, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de graisse cutanée pour favoriser la fermeture du tunnel. Et puis, ça va être nettement favorisé par toute situation qui va entraîner une diminution de la pression veineuse centrale avec l'augmentation de ce gradient entre l'extérieur et l'oreillette droite. Donc, il s'agit de la position semi-assise ou assise lors du retrait du cathéter, toute situation d'hypovolémie, et puis l'inspiration profonde du patient au moment du retrait du cathéter. Donc là encore, il est impossible d'établir une incidence de cette complication puisqu'il n'y a que des case reports rapportés dans la littérature, mais c'est une complication rare, mais qui peut potentiellement être extrêmement grave. Alors, une fois la bulle entrée dans les cavités cardiaques, donc elle va pouvoir se loger au niveau des piliers du toit de l'oreillette droite, ce qui va constituer une sorte de réservoir d'emboles pour la survenue d'autres emboles potentiellement plus volumineux. La bulle peut ensuite migrer au niveau du ventricule droit et si la rapidité d'installation ou le volume gazeux est important, ça peut être rapidement fatal. Et puis enfin, donc les bulbes, elles peuvent migrer au niveau des artères pulmonaires et être alors génératrices d'une hypertension artérielle pulmonaire si les emboles sont massifs, multiples. Ça peut entraîner, si la capacité pulmonaire est insuffisante pour permettre l'évacuation des bulles, donc des troubles de ventilation, perfusion au niveau pulmonaire. Et puis, donc, ce blocage de bulles au niveau artériel va entraîner donc une hypertension pulmonaire. Avec une réaction hémodynamique, on va avoir une vasoconstriction de la circulation artériolaire pulmonaire avec une augmentation du débit cardiaque et une inflammation qui va entraîner une libération du NO, une augmentation de la perméabilité vasculaire qui peut induire de véritables OAP lésionnels avec des SDRA, donc de véritables détresses respiratoires. Et puis donc la bulle gazeuse, eh bien finalement c'est un corps étranger qui va induire une inflammation systémique avec des altérations endothéliales. Cette bulle peut entraîner des embolies paradoxales avec des ischémies artérielles qui vont être la conséquence d'un shunt de la droite vers la gauche. Il faut savoir que le foramen ovale reste perméable chez environ 30% des patients entre 20 et 40 ans. Et que dans cette situation particulière, on peut avoir une réouverture du foramen ovale puisque l'hypertension artérielle pulmonaire va entraîner une augmentation de la pression de l'oreillette droite qui devient supérieure à la pression de l'oreillette gauche. Et dans ce cas, les complications ischémiques artérielles que l'on va voir en priorité, ce sont les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance coronaire aiguë. Et enfin, eh bien, la bulle peut remonter par voie rétrograde dans le système veineux et générer des accidents vasculaires cérébraux. Alors, la prise en charge, eh bien, elle doit être immédiate dès la suspicion clinique, donc devant tout trouble cardio-respiratoire, neurologique, lors du retrait d'un cathéter central. Donc, dans ce cas, il faut mettre le patient en décubitus dorsal s'il est en position assise ou semi-assise, en décubitus dorsal ou en décubitus latéral gauche pour tenter de piéger les bulles au niveau de l'apex du ventricule droit, éviter que les bulles migrent dans la circulation artérielle pulmonaire. Il faut mettre en place une oxygénothérapie au débit, ce qui va permettre de réduire la taille des bulles par un échange gazeux au niveau des bulles, même avec l'azote. Si le patient est en détresse respiratoire, on peut discuter une ventilation mécanique, mais il faut être vigilant car cela peut générer la réouverture de foramen ovale et entraîner des accidents ischémiques artériels. S'il y a une atteinte cérébrale, qu'elle soit d'origine artérielle ou veineuse, il faut discuter l'oxygénothérapie hyperbare si l'accident, si l'on peut y avoir accès très rapidement dans les 6 premières heures de l'accident. Et puis, de manière à éviter que les bulles continuent de survenir par le gradient de pression, il faut maintenir une pression veineuse centrale élevée avec une expansion volémique et une bonne hémodynamique pour maintenir aussi une circulation artérielle satisfaisante. Et donc, cette complication, elle survient, je pense qu'elle nécessite surtout une prévention, et qu'il faut l'avoir en tête. C'est un accident qui est rare, mais qui est potentiellement très grave et mortel.
Et donc, il ne faut pas banaliser ce geste qui est le retrait du cathéter veineux central, ne pas laisser retirer le cathéter à n'importe qui, en tout cas, écrire des procédures dans nos centres, puisque le cathéter doit être retiré en position en décubitus dorsal, voire plutôt en trait de Lenbourg léger pour éviter ce gradient de pression vers l'oreillette droite. Il faut demander aux patients de ne pas parler, de ne pas tousser, de ne pas inspirer au moment du retrait, voire de faire une expiration forcée. Il faut comprimer le site de ponction pendant au moins 10 minutes après le retrait du cathéter et laisser en place un pansement imperméable à l'air pendant au moins 24 à 48 heures. Et puis, eh bien, ne pas, là encore une fois, banaliser, garder le patient en surveillance, allongé à plat pendant environ 30 minutes après le retrait du cathéter, d'autant plus qu'il s'agit de cathéters tunnelisés qui sont restés longtemps avec un tunnel relativement important. Donc, en conclusion, je vous ai rapporté 2 complications qui, certes, sont rares, mais qui sont potentiellement graves et qui incitent à ne pas banaliser l'utilisation des cathéters veineux centraux, donc de ne pas les poser si on n'en a pas besoin et de ne pas les laisser en place si ils ne servent pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mélanie. C'est super intéressant. Enfin, moi, j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu. C'est bien d'avoir ce type de choses en tête. Maintenant, on va avoir peur à chaque fois qu'on retire. On a eu peur, on a eu un cas au CHU de Rouen justement d'embolie gazeuse, enfin de décès d'un patient qui est décédé de manière dramatique lors du retrait du cathéter et ça nous a permis de nous reposer la question sur les procédures à adopter justement lors du retrait du cathéter. On était nombreux en fait à banaliser complètement ce geste en fait. Merci beaucoup du partage d'expérience. Thierry, il y a des questions? Alors, il y a des questions sur la thrombose de l'oreillette droite. Faut-il attendre l'efficacité complète du traitement anticoagulant pour retirer le cathéter? Il faut attendre peut-être 48 heures, enfin, ce n'est pas vraiment précisé dans la littérature, mais il faut mettre l'anticoagulation et je dirais dans les 48-72 heures qui suivent. Non, il ne faut pas attendre 10 à 15 jours pour retirer le cathéter. Faut vraiment, enfin, je crois que le retrait du cathéter, c'est un élément qui va permettre d'éviter un pronostic sombre. Après, il y a une remarque sur le fait que si on mettait les cathéters dans la veine cave supérieure, on aurait peut-être moins de thrombose. Oui, c'est ce qui est discuté dans les études très clairement. Alors, c'est effectivement de faire la part des choses entre un cathéter qui doit être au mieux positionné dans l'oreillette droite ou à l'extrémité veine cave sup oreillette droite pour permettre son fonctionnement idéal en dialyse. Et effectivement, l'idéal pour éviter les cas de thrombose, ce serait de positionner le cathéter dans la veine cave supérieure. Alors, le problème dans ce cas-là, c'est que les cathéters marchent moins bien, que le malade est moins bien épuré. Que... Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Peut-être eu de la chance, mais... Non, mais ça reste des complications complètement extrêmement rares. Hein. Mais bon, les avoir en tête, surtout, je pense, l'embolie gazeuse, et puis même sur la dysfonction de cathéter, ne pas hésiter quand même à aller à l'écho-doppler pour ne pas méconnaître des thromboses de la veine jugulaire, mais qui peuvent descendre jusqu'au niveau de l'extrémité distale. Et puis, si c'est dans l'oreillette droite, on peut, en fonction de l'extrémité du cathéter, ça peut vraiment altérer la paroi de l'oreillette et favoriser ces épisodes thrombotiques, quoi. Alors, moi, j'ai une technique pour éviter l'embolie gazeuse, c'est que j'appuie comme un malade sur le trajet des cathéters centraux enfouis, mais évidemment, ça ne se pose pas tellement pour les cathéters aigus qui sont en direct. Et donc là, est-ce que tu peux préconiser un pansement un peu compressif? Il y a aussi la proposition de mettre une suture en U autour du tunnel, ça c'est Richard. Au moment de la pause? Au moment du retrait, je pense. Ah, au moment du retrait. Pour les cathés provisoires, tu parles, Thierry? Ouais, je pense que c'est ce que veut dire Richard Schoenfeld. Ouais. Thierry, tu m'entends? Oui. Oui, non, nous le mettons là, une suture en U au moment de retirer le cathéter. Et je n'ai jamais eu de complications comme ça. Et puis, on laisse en place et puis ça disparaît au bout de 4 à 6 semaines. Oui. Par contre, ce que je voulais dire aussi au niveau du cathé dans la veine cave supérieure, nous avons beaucoup d'expérience avec ça. Et d'ailleurs, on a une survenue plus importante et plus précoce de sténose de la veine cave supérieure à cause des microtraumatismes du bout du cathéter qui battent pendant la dialyse.
Donc, je préconise que c'est mieux au niveau de l'oreillette droite. Je pense qu'effectivement, très clairement pour le fonctionnement du cathéter, l'extrémité dans l'oreillette droite, je pense, doit continuer à être préconisée. Et effectivement, le positionnement dans la veine cave supérieure génère d'autres complications. Après, c'est juste rester vigilant et avoir ces complications qui sont rares, mais voilà, savoir qu'elles existent pour pouvoir les dépister et les reconnaître. Alors après, il y avait une question sur le choix du cathéter. Est-ce que ça dépend du type de cathéter utilisé, les canaux, enfin les doubles lumières, les doubles… Non. Alors pourquoi pour les thromboses de l'oreillette droite? Oui. Pour les thromboses de l'oreillette droite, encore une fois, vraiment, les études, elles sont extrêmement pauvres. Hein. Mais très clairement, toutes s'accordent pour dire qu'il n'y a aucun cathéter qui soit plus à risque qu'un autre parmi les tunnelisés, les doubles lumières, les simples lumières, etc. Donc ça, il semblerait que non. Alors, faut-il maintenir un traitement anticoagulant après le retrait des cathéters? Non. De manière, non, parce que c'est pareil. Là, on parle d'embolie gazeuse, mais les complications hémorragiques, elles existent au moment du retrait du cathéter et il n'y a pas d'indication. Alors, une fois, oui, dans le cadre de la thrombose de l'oreillette droite, il faut maintenir un traitement. Enfin, le retrait du cathéter doit être immédiat et l'anticoagulation doit, oui, être poursuivie au moins 6 mois. Et de manière même plus prolongée si le thrombus n'est pas dissous au bout de 6 mois. Alors, est-ce qu'il faut proposer une échographie avant le retrait de tout cathéter? Est-ce qu'il faut préconiser une échographie? Alors là, pour la thrombose de l'oreillette droite, non, puisque ce risque n'existe pas. Enfin, la thrombose de l'oreillette droite, elle ne va pas se manifester au moment du retrait du cathéter. Enfin, les deux complications dont j'ai parlé, elles sont différentes. Il y a la thrombose de l'oreillette droite qui survient alors qu'on utilise un cathéter et qui se manifeste alors que le patient est dialysé la plupart du temps par des complications soit infectieuses, soit plutôt infectieuses d'ailleurs, soit emboliques. Et puis après, il y a l'embolie gazeuse qui, elle, faire une écho, enfin faire un examen préalable ne servirait strictement à rien puisque c'est vraiment la procédure de retrait qui est à risque de générer l'embolie gazeuse. Et donc, pour le retrait du cathéter, pour la thrombose de l'oreillette droite, non, il n'y a aucun examen à faire au préalable. L'exprimer, c'est-à-dire faut-il faire des échos systématiques? Je sais qu'il y a une quinzaine d'années, quand on avait de temps en temps un coup de téléphone affolé du néphrologue en disant il y a un thrombus sur un cathéter, que fait-on? Alors, petit thrombus. Thierry, je peux répondre? Oui. Il ne faut jamais traiter des images, il faut traiter des symptômes. On voit plein d'anomalies sur les images et si on traite tout, on risque de créer davantage de problèmes. Okay. Et effectivement, je pense que tout cathéter, la fréquence de la thrombose sur site du cathéter, elle est extrêmement fréquente et elle est la plupart du temps asymptomatique. Donc, on ne la traite pas. Yann demande si on a déjà vu des thromboses de l'oreillette droite. Alors, je ne sais pas si beaucoup de participants les ont vus, mais ils peuvent répondre éventuellement dans le chat. Ils en ont vu, mais je crois qu'on n'en a pas vu.